Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Explorateur en moto. Sous le beau temps des Hauts-de-France, je vais vous emmener pour la troisième fois au fort de Seclin, mais j'ai peur que le temps risque de changer puisqu'il est vrai que de gros nuages s'annoncent. Je vais me répéter, mais il se passe des choses merveilleuses là-bas. En effet, aujourd'hui, reconstitution Première Guerre mondiale. Et en moto, vous connaissez déjà la route, et moi aussi. Avec le temps près du nord, on vit complètement de remettre le surf. J'en oublie même le casque. Alors l'artisanat de la Première Guerre mondiale, c'est tout ce que le soldat à l'arrière a pu faire avec de l'armement qu'il récupérait sur le sol. Donc il y avait quoi? Il y avait des douilles, il y avait des balles, il y avait du cuivre, il y avait du laiton, il y avait différentes matières, il y avait de l'aluminium. Et avec toutes ces choses-là, ils en ont fait des objets ludiques ou des objets utiles. Par exemple, cette boîte d'allumettes que le soldat pouvait trouver au foyer du soldat dans son magasin. Et celle-ci a été gravée en plus. Et on peut voir dessus un courlis, un oiseau. Et c'est un oiseau qui vient du bord de mer. Ce qui veut dire que probablement le soldat qui l'a gravé habitait avant-guerre au bord de mer. Après, la France a beaucoup de littoral, donc on ne peut pas savoir où il était. Mais c'est des choses comme ça que j'aime et que je recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque objet qui est là ou qui sont dans les musées, derrière chaque objet, il y a un soldat qui était là pour le faire. Après, il y a des objets un peu plus particuliers, comme l'avion. Quand vous prenez les roues, c'est vraiment le cul de la balle, quoi. Hein, vous retrouvez le cul de la balle pour faire les roues. Donc, ils utilisaient, là, c'est une balle qui a été coupée dans le sens, dans la longueur. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci. Vous êtes à Zouave? Oui, donc j'ai refait la tenue de mon arrière-grand-père qui a fait tout le conflit. Donc c'est une tenue début de conflit. C'est pour lui rendre un hommage par rapport à ce qu'il a fait pour la France. Donc j'ai refait faire cette tenue le plus fidèlement possible, on va dire. Petit rappel, qu'est-ce que c'est exactement les Zouaves durant la Première Guerre mondiale? Alors, c'est une ethnie qui vient d'Afrique. Normalement, le vrai nom, c'est Zouave. Et on l'a francisé, donc Zouave. Ce qui est une ethnie, savoir que l'armée française avait les colonies. Donc, ce sont des coloniaux qui sont venus sur le territoire français pour la Première Guerre mondiale. Pour renforcer les régiments, il y avait les métropolitains qui étaient enrôlés justement dans ces régiments, ce qui fut le cas de mon arrière-grand-père. Vous êtes deux soldats français, mais vous n'avez pas la même tenue. Effectivement. Pourquoi?
Alors, pour commencer, puisqu'on va avancer chronologiquement, moi je suis début de conflit, 1914. L'armée française a la bonne idée d'adopter le pantalon Garance, rouge Garance et la tenue bleue, la casquette. Bon, très rapidement, en étant pragmatique, ils se sont rendus compte qu'on faisait quand même une très belle cible pour les mitrailleurs allemands. Et je pense qu'après, il y a eu une évolution quand même sensible. Ouais. Donc moi, c'est 56e régiment de chasseurs à pied, donc apparu en février 1916 à Verdun. Donc une tenue pantalon bleu, typiquement chasseur avec le liseré jaune, et le 56e régiment de chasseurs. Donc un peu moins voyante. Un peu moins voyant. Et donc c'est une tenue qui dite bleu horizon. Donc ça a été adopté parce que c'était la nuance qui était la plus appropriée pour l'aurore. Au niveau du jour, c'était plus tendance entre le bleu et le gris. Ce sont des tenues originales que vous avez ou des refabrications? Non, uniquement de la reproduction. La reproduction, pareil. Ouais. Le coût des tenues d'époque est quand même prohibitif, donc on s'amuserait peut-être pas à les sortir comme ça. Non, déjà le coût et puis les matériaux qui se désagrègent, qui risquent de se désagréger. Donc le fait de sortir comme ça, de les mettre, de les exposer aux intempéries, ça ne serait pas pour arranger les choses. Vous êtes de la YMCA, Tout à fait. comme Voilà. la chanson. Alors oui, comme les chansons. Alors du coup, les chansons, c'est une parodie de quelque chose existant. Oui. C'est une association à la base qui a été créée en Angleterre avant 1900 et qui s'est expatriée dans le monde suite à l'exposition universelle de Londres, justement qui a fait connaître l'association. Là, je m'arrête sur l'historique de la YMCA à travers le monde et je reviens plus particulièrement sur la YMCA américaine qui en 1917 demande au président Wilson de se porter volontaire pour apporter un soutien moral pour les troupes. Parce que comme vous voyez, à Seclin ce week-end, le thème c'est soigner le corps et donc du coup nous, notre association Les Soldats de Plomb, on a voulu parler du soin moral, voilà, entretenir le moral, donc le soin psychique. Est-ce que les personnels de la YMCA étaient considérés comme des militaires ou pas vraiment? Puisque je vois que vous avez quand même Oui, la tenue... Bien sûr. Bah, du coup, du fait qu'elle se déplaçait sur le front, il fallait quand même une tenue réglementaire, déjà pour pouvoir être reconnu. Mais non, on ne peut pas parler d'armée, si vous voulez, on ne peut pas parler d'armée. C'est plus une association de bénévoles voilà, qui se sont battus pour que les hommes essaient de manquer le moins de choses possible. C'est quand même une action militante derrière ça. Vous êtes un soldat américain? Oui, américain, donc je représente la 2e division de Marines qui ont combattu notamment au Bois de Bello du côté de l'Aisne. Alors ma tenue, je vais vous la présenter, donc c'est le chapeau de campagne début de guerre, donc avec l'insigne des Marines, du corps des Marines des États-Unis, donc le globe, parce que ça signifie qu'ils peuvent intervenir partout dans le monde. L'encre de marine, à base ils faisaient des opérations amphibies, et l'aigle pour l'aigle américain. Donc c'est le chapeau campagne hâte, standard début de guerre, il n'avait pas de casque. Donc ma tenue se compose d'une vareuse en laine, vareuse modèle 1917, américaine. Mon pantalon c'est le pantalon standard américain, première guerre, modèle 1917 également. Les bandes Moltke, au départ ils avaient des guêtres mais c'était pas pratique donc ils ont adopté les bandes Moltke que les Français avaient. Les chaussures, chaussures en cuir retourné, standard armée américaine. Je représente un soldat au repos donc j'ai ma musette avec mes effets personnels, papier, effets de tous les jours, quoi, gamelle, couvert. L'insigne que vous portez sur votre épaule, c'est... Alors elle c'est un représente quoi? insigne, c'est le régiment de Marines que je représente. D'accord. La couleur, donc la tête d'Indien c'est pour la 2e division américaine. Oui. Et la couleur mauve c'est pour les mitrailleurs. D'accord. Les mitrailleurs, donc le FM Shosha ou le modèle 1917, calibre 1917 que vous pouvez voir là derrière. Donc là en termes de grade, vous êtes... Je suis 2e classe, j'ai rien sur... Les grades, ça se matérialise par des chevrons dans l'armée américaine. Oui. Bon, moi, j'en ai rien, je suis soldat de 2e classe engagé. Et finalement, je trouve que la tenue de la Première Guerre mondiale diffère quand même pas mal de celle de la Seconde. Alors, tout à fait, il y a eu une évolution.
L'armée américaine, au niveau Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine s'est énormément modernisée au début de 1940, avec des effets plus pratiques pour le combat. Mais il y a quand même eu, au niveau de l'armement, surtout armement-équipement, il y a eu une reprise de matériel de l'armée américaine de la Première Guerre mondiale. Bonjour, vous êtes Sophie et en quelque sorte vous habitez ici? Oui, tout à fait. En fait, on habite dans un fort, en famille, avec plusieurs générations. Et donc, on a commencé à habiter le lieu un peu après 96, quand on cherchait un site pour ouvrir un musée sur l'artillerie et l'hippomobile entre 1870 et 1920. On est tombé sous le charme du fort et on a décidé de le restaurer, de l'ouvrir au public et d'y installer notre musée. D'accord. Et en plus de cela, vous organisez régulièrement des événements? J'avoue que j'ai un petit faible pour tout ce qui permet aux familles de partager des moments historiques. Et pour ça, rien de tel que les reconstitutions avec des passionnés, des gens qui ont beaucoup de choses à raconter sur l'histoire en action en fait. Et donc on fait régulièrement des reconstitutions historiques, principalement sur le thème de la Première Guerre mondiale, avec des variantes, l'artillerie, l'hippomobile, les soins de santé, mais aussi sur la période napoléonienne et la période de la Seconde Guerre. Et aussi, sans oublier, les rassemblements de motos anciennes. Effectivement, tout ce qui touche à l'histoire, ça nous plaît. Et donc, on a un rassemblement moto vintage en septembre pour les anciennes, vraiment, celles d'avant 1945. D'accord. Et donc là, ici, aujourd'hui, vous êtes habillée en infirmière? Oui, j'aime bien m'intégrer en fait dans l'événement qu'on organise et proposer en fait par les costumes qu'on met aux visiteurs une immersion historique. Donc comme ce week-end c'est les soins de santé, je suis en infirmière. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir. À bientôt Quentin l'explorateur. À moto. Alors, à bientôt Quentin l'explorateur à moto.